beau pays auquel nous avons le bonheur d'appartenir, l'histoire nous prépare à bâtir ensemble notre avenir. L'histoire est d'autant plus importante que apprendre l'histoire fournit un bouclier contre le présentisme. L'un de 90 millions de citoyens congolais, j'ai cité M. Jean-Louis Tchimbalanga, a compris la leçon en décidant de nous proposer ces jours le fruit de sa réflexion sur l'histoire politique de la République démocratique du Congo, de l'indépendance en 1960 jusqu'à l'alternance politique, pacifique et démocratique de 2018. C'est bien pour célébrer son ouvrage au titre combien évocateur, La vérité, de la vérité des urnes de 2018 en République démocratique du Congo, que nous sommes toutes et tous réunis en ces mots. Distingués invités, notre cérémonie connaîtra 5 temps forts. Tout d'abord, nous aurons droit à la présentation de l'auteur. Suivra ensuite une brève présentation de l'ouvrage avant d'écouter 3 témoignages sur l'ouvrage et sur l'auteur. Après viendra le moment clé du baptême du livre. Enfin, la parole sera accordée à l'auteur pour nous dire qu'est-ce qui l'a motivé à écrire cet ouvrage. C'est ainsi que j'invite très respectueusement Madame Marie-Cécile Okito à rejoindre l'estrade pour un petit mot de présentation de l'auteur. J'ai cité Jean-Louis Tchimbalanga. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de l'Espagne, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir et honneur pour moi de vous présenter Monsieur Jean-Louis Tchimbalanga, l'auteur du livre intitulé « La vérité et de la vérité des urnes 2018 en République démocratique du Congo ». Je disais donc, c'est un réel plaisir et honneur que je le présente aujourd'hui, surtout sur ce cadre qui me rappelle mon premier contrat en tant que mannequin dans son agence dénommée La Promotion Espérel. C'est au 7e niveau de cet immeuble. Dans le passé, on l'appelait CCIZ. Donc en ce moment, je parle à propos de mon boss. Il y a des années. Monsieur Jean-Louis Tchimbalanga est licencié en économie, option financière. Qui le connaît bien conviendra avec lui qu'il est une personne qui est très attachée aux valeurs des cultures et de la jeunesse. Ceux qui ont été à Kinshasa vers les années 70-90 l'ont découvert dans plusieurs activités qui l'ont rendu célèbre, quoiqu'il soit beaucoup plus discret et humble comme personnage, mais toujours prêt à servir les autres. Il est difficile d'énumérer toutes les activités culturelles, sportives ou scolaires qu'il a réalisées. Je ne m'attarderai pas non plus sur la promotion des vedettes, de la musique congolaise, tant moderne que traditionnelle. Je ne parlerai pas non plus des productions de musique avec des groupes étrangers tels que le Zouk Machine, pour ne citer que celui-là. Je m'abstiens aussi de parler des tournois sportifs qu'il a organisés entre les grandes équipes de la première division de Kinshasa. Je mentionne au passage qu'à part le maréchal Mobutu, il est le premier non officiel qui a pu organiser une rencontre amicale entre les grandes équipes adversaires de Kinshasa, Vita Club et Imana. Je ne parlerai pas non plus de la promotion de catch congolais, avec les plus grandes stars telles qu'Edingwe, sans oublier plusieurs compétitions interscolaires, j'en passe. Je m'en vais brosser rapidement d'une manière non exhaustive quelques activités qu'il a réalisées dans le monde de la culture. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, il s'est intéressé personnellement, en 2000, à la lutte contre la pauvreté culturelle, ce qui l'a amené à l'évaluer
l'état et la forme de cette pauvreté dans un échantillon de 450 écoles de Kinshasa et 45 du Congo central. Un rapport sur les résultats obtenus a été déposé au ministère de l'Éducation mondiale, nationale, à l'UNESCO, à la Commission nationale pour l'UNESCO et au PNUD. Dans le cadre de la décennie mondiale du développement culturel, qui est un programme des Nations Unies, et avec le soutien de l'UNESCO et la Commission nationale pour l'UNESCO, il a mis en place un programme hebdomadaire dénommé Shogun, dans le cadre de l'intégration des Congolais. Ce programme avait lieu tous les dimanches après-midi à l'hôtel intercontinental, l'actuel hôtel Pullman. Il mettait en évidence les groupes folkloriques et leurs danses, ainsi que les gastronomies traditionnelles de chaque ethnie des 3 provinces du Zaïre à l'honneur. Chaque semaine donc, le public s'enrichissait, notamment par la découverte des cultures et traditions des autres ethnies, leurs danses et leur gastronomie. À présent, après avoir découvert qui est l'auteur, nous allons essayer de nous plonger dans le récit de nos propos séjours, dans son nouvel ouvrage. Et bien pour avoir les grandes lignes de cette histoire racontée par un citoyen congolais pour ses frères congolais, nous avons l'honneur d'avoir ici, parmi nous, le professeur Kambai Wacha, qui va avancer vers l'estrade pour nous faire découvrir quelques pans de l'histoire que nous raconte M. Jean-Louis Tchimbalanga. Et alors, combien puis-je commencer ce speech au sujet du livre de mon ami Tchimbalanga, sans vous présenter les excuses les plus sincères, parce que j'ai eu les sales habitudes d'être en retard aux Jeux invités compte tenu des aléas de nature quinoise. Mesdames, Messieurs, je me trouve devant un livre que mon ami Tchimbalanga a daigné et a osé me présenter pour la présentation, tout en sachant que le livre était un élément pédagogique pour livrer les connaissances. Le livre livre les connaissances. En effet, dans ce livre, la vérité de la vérité, la vérité de la vérité. Bossolo, ya bossolo. Boulele la moi, boulele la. De l'indépendance, de l'indépendance. Alors on dirait que Tchimbalanga a lu, d'abord c'est son habitude de me lire, de lire les autres plus pressants que moi, de lire mon avant-dernier livre intitulé La Belgique coloniale et le Congo, une histoire d'une brique chaude. Ce n'est pas mon ami Joël Kabamba qui me dira le contraire. Lui qui a vécu avec moi en Belgique pendant nos moments de délicubration intellectuelle. Tchimbalanga a pondu 4 tomes. Pondre 4 tomes. Dans ce premier tome, Tchimbalanga, voilà le premier tome. Ma main de vieillard, je ne suis pas très vieux, mais quand même, a du mal à transporter ce livre. Ce livre de combien de pages? Tchimbalanga peut nous dire ça? 532 pages. 532 pages. Quand vous l'aurez dans les mains, après l'avoir certainement acheté, comme moi je l'ai fait, même si je suis présentateur, je mérite de l'avoir gratuitement, mais je l'ai acheté quand même. L'auteur se définit comme l'un des dépositaires de l'histoire de notre pays, du 60 aux élections dites démocratiques. Alors qu'est-ce qu'il dit dedans? Il nous parle des vœux de Léopold II. Des vœux de Léopold II en Afrique.
je veux que la petite Belgique devienne grande Belgique à l'intérieur de l'Europe. Et il a eu son Congo. Les Belges ont eu leur Congo, même si le Parlement belge, quelque part, a refusé. Hein? En bon politicien, avec des arguties diplomatiques, il a eu son Congo. Et il l'a eu comme il faut. Et les Belges étaient jaloux de leur Congo. Et les Belges ont refusé que les autres viennent prendre leur Congo. Une belle leçon pour aujourd'hui, qui daignons refuser que les gens prennent notre Congo. Et nous voulons réellement être jaloux, comme les Belges avaient, entre guillemets, leur Congo. Nous devons être jaloux parce que certains veulent prendre notre Congo. Les Belges ont stabilisé l'héritage. En lisant le livre de mon ami Chimalanga, on trouve réellement que la Belgique a stabilisé ce pays selon les Belges. Et quelque part, en regardant, comment dirais-je, en regardant les illustrations du livre, car quand vous allez la voir, vous verrez que c'est un livre immensement illustré. On l'a dit tout à l'heure, que c'était un livre réellement pédagogique. Il voit une société hybride. Il parle de la décolonisation. En fait, quand on regarde toutes les photos, on regarde, on admire avec satisfaction émotionnelle, émouvante, née dans une volonté volante. Il parle de la décolonisation. Mais en fait, tout ce qu'on rentre dedans, toutes les photos qui se trouvent dedans, c'est de la colonisation et de la décolonisation. Il nous invite à placer la colonisation dans un contexte historique bien déterminé. Et puis, il parle immensement de Lumumba. D'ailleurs, il commence son livre par la phrase célèbre aujourd'hui de Lumumba. N'est-ce pas? Vous verrez, mais vous verrez, j'anticipe. Vous verrez, mais alors vous verrez, quand le noir, particulièrement pensait-il, quand le Congolais va écrire son histoire, vous verrez comment il sera libre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de patauger positivement dans notre histoire et notre démocratie pour devenir enfin libre. Et cette histoire ne peut pas être écrite en Belgique, ne peut pas être écrite en Allemagne, en Amérique. Ce sera écrit au Congo par les Congolais. Et voilà. Chacun son émotion. Il a écrit son bouquin. Il a parlé de Lumumba. Il a parlé des actions comment dirais-je, des députés, des auteurs politiques, et on les trouvera là-dedans, les Kassavubu ou les Lumumba, tous ceux qu'on appelle pères de l'indépendance, et puis connus ou inconnus, il a montré les pères de l'indépendance inconnus. Personne ne sait aujourd'hui que Kabassé Joseph est aussi père de l'indépendance. Indépendance tchatcha. Touba qui dit. On ne lit pas ça simplement comme Touba qui dit, Tozui. Non, il faut entendre ça en Congo. Touba qui dit. Nous l'avons arraché. Arraché. Vous voyez, celui qui vous parle est un simple Moulongishi de l'Ifasik, où il se tourmente avec des tourments, avec ses étudiants tourmentateurs, et ça va très bien. Il parle de la table ronde, par les photos. Il parle de concertation, par les photos. Il parle des appétits étrangers, par les photos. Il parle de la façon d'être des Belges, par les photos. Et les discours de l'indépendance, mon Dieu, il en parle par les photos. Chimalanga parle de Lumumba à l'épreuve. Lumumba à l'épreuve. Il parle de ses tracas, mes amis. Quand on regarde, on voit Tchombe, on dit mais qu'est-ce que Tchombe, monsieur Tchombe, comme père de l'indépendance, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce livre? Mais il faut savoir que Tchombe n'est pas n'importe qui, c'est un père de l'indépendance. Et il est devenu ce qu'il était parce que les autres ont voulu le mettre en conflit
avec ses frères. Lumumba lui-même, Kasavubu n'était pas des ennemis, et on peut le voir. Lumumba n'était pas ennemi de Tshombe, on peut le voir dans ce livre. Un livre assez intéressant. Il se définit lui-même comme un dépositaire de l'histoire de son pays. L'histoire immédiate. Lui-même, faiseur d'opinion, parce qu'il écrit, tout comme les faiseurs d'opinion que nous sommes ici. L'histoire du pays ne doit pas être connue, écrit par les Belges. Quand les Belges ou quand les étrangers écrivent l'histoire du Congo, ils écrivent leur histoire au Congo. Ils écrivent Tintin au Congo. Mais nous attendons que nous tous, vous tous, d'une manière ou d'une autre, universitaire ou pas, d'écrire l'histoire à partir de nous-mêmes, à partir de notre émotion, pour nous les Congolais. Yabiso Moko, notre propre histoire. Ndi, Congolais. Je suis Congolais. Et nous le disons avec fierté, avec émotion voulante. Et nous sommes tendus, flèches tendues, vers notre être. Ndi, Congolais. Je suis Congolais. Mi, Congolais. Mi, Mongo. Je suis Congolais. Je suis Mongo. Je suis Boluba. Je suis Mololo. Je suis Chokwe. Je suis Kete. Je suis Concorde. Vous voyez, je suis Pendé. C'est ça le Congo de Lumumba. C'est ça le Congo que Tshimbalanga veut bien nous présenter dans son livre. Il le fait depuis le Congo de 60 jusqu'à l'élection présidentielle de 2011. C'est pour lui un héritage qu'il met à la disposition de la jeunesse actuelle d'abord, et ensuite pour léguer aux générations futures, afin qu'elles puissent avoir les pistes de discussion rationnelles et aussi sentimentales. Discours inductif et ensuite déductif. Mon ami Kalingaï, quand j'entrais ici, me dit, écoutez, professeur Moulongechi, voulez-vous être bref? Je vous ai dit, quand j'entrais ici, que les gens me connaissent, que je suis un de Moulongechi qui parle le moins possible. Puis-je encore vous regarder? Vous voulez me regarder? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Kwajiki. Merci. Ambassadeur d'Espagne, messieurs les honorables sénateurs et députés, distingués invités en vos titres et qualités, je vous dis bonjour. C'est pour moi une vive émotion d'être ici. D'être ici pour parler de M. Jean-Louis Tshimbalanga. Le temps de ce vernissage, Jean-Louis, ce ferait que je vous appelle M. Tshimbalanga. M. Tshimbalanga, pour moi, c'est un frère. Madame la présentatrice qui a présenté la biographie de notre ami Tshimbalanga nous a rappelé que Promotion Esperel avait des bureaux en ce lieu où nous nous trouvons. Dans une petite confusion, quand je suis arrivé, je pensais que le bureau de Promotion Esperel était dans cette aile-ci où nous nous trouvons, mais le temps a tellement passé que je oubliais qu'il était au 10e étage, au 7e, voilà. Et moi, votre humble serviteur, je me trouvais au 10e étage de cet immeuble. À l'époque de CCIZ, cela ravive le souvenir. Nous étions jeunes et beaux, énergiques, très lancés dans la chose culturelle. Certains parmi nous ont pensé qu'ils allaient devenir le Benigordi congolais pour faire comme à Chicago avec Tamla Motown.
tellement que l'activité musicale était foisonnante dans notre pays. Ben ça, ce n'est que des souvenirs. Jean-Luc Timbalanga, c'est un monsieur amical, généreux, je dirais même humaniste. Nous nous sommes rencontrés un jour, nous ne sommes plus quittés. On s'est retrouvés ici, dans des moments d'amusement, quelquefois dans des moments de petites galères. Et puis plus tard, on s'est encore retrouvés en Belgique, disons qu'il est venu me rejoindre en Belgique. Et là, il a commencé son aventure littéraire avec le livre « L'impératif d'une culture démocratique en RDC ». Il ne dormait pas, il écrivait toutes les nuits et j'étais l'un des premiers lecteurs. On s'est disputé quelquefois sur les agencements de phrases, il se fâchait sur moi ou je me fâchais sur lui. Et puis finalement, chez l'Harmattan, il a sorti ces livres-là, L'impératif d'une culture démocratique en RDC. Voilà une aventure littéraire qui commence. Une aventure élogieuse, qui continue jusqu'à présent. Parce que ici, nous sommes là pour la vérité des urnes de 2018 en RDC. Comme vient de le dire si brillamment le professeur Boacha, en tout cas j'avoue que prendre la parole après lui, c'est un poids. Parce que c'est tellement brillant ce qu'il dit, c'est tellement clair, c'est une grande personnalité. Et ce que j'aime chez lui, c'est l'esprit qu'il a d'aimer la jeunesse. Ça suffit. Bon, on va parler d'aujourd'hui. Bien, voilà. Alors, je n'aurai pas le temps pour étaler le parcours que je connais avec Jean-Louis, notre amitié. Je veux parler du livre. Je veux parler du livre. La vérité des urnes de 2018. Il vit en France, moi je suis ici. Et pendant le temps qu'il écrivait son livre, on était tout le temps en contact. On s'est téléphoné, il disait, je suis arrivé à tel niveau, je veux, puis finalement, le livre, l'enfant est là. C'est une fierté. Donc je dirais que Jean-Louis, c'est un frère pour qui je suis fier. La vérité des urnes, moi, a fait naître en moi des sentiments de regret. Des sentiments de regret parce que je me dis, mon Dieu, je me rends compte que je ne connais pas mon pays. Hier, je l'ai appelé pour lui dire, écoute, je viens de lire la lettre de 13 parlementaires de l'UDPS. Que c'est édifiant, que c'est actuel. Et je me suis même posé la question, comment se fait-il que, à l'apparition de ces livres, le président Mobutu a pu vivre un tel conflit avec les 13 parlementaires? Parce que cette lettre, c'est beaucoup plus un apport positif, qui aurait pu mener, si on en avait pris compte, qui aurait pu mener notre pays vers le progrès, vers la prise en compte de nos populations, vers la prise en compte de nos situations sociales. Et voilà qu'une œuvre comme celui-là a fait naître un conflit qui, je dirais, est à l'origine de beaucoup de nos devoirs que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Et alors,
je me dis, Jean-Louis, tu n'as pas... Enfin, je reviens, je n'en peux plus, mais je promis de vous tutoyer. Jean-Louis, pourquoi vous n'avez pas repris le manifeste de l'ANSES? C'est la première fois que je lis cette lettre, mais elle est édifiante. Et je me dis, avant la lettre des 13 parlementaires, il y a la conscience africaine. Avec Monseigneur, à l'époque, finalement, cardinal Maloula, et les autres, Idéo et consorts. Ailleurs, on a des pères fondateurs. Nous avons des pères de l'indépendance. Mais la différence entre les pères fondateurs d'ailleurs et nos pères de l'indépendance, c'est que le père fondateur ailleurs, ils ont laissé quelque chose dans un sanctuaire, et quand on veut discuter, débattre, prendre des décisions en ce qui concerne ce pays-là, on va dans ces sanctuaires-là, on sort les idées, les idéaux de pères fondateurs et on se réfère. Ensuite, on décide. Chez nous, malheureusement, nos pères de l'indépendance, sans être peut-être que je serai contredit par quelqu'un ici qui a d'autres éléments que je n'ai pas, nos pères de l'indépendance ne nous ont rien légué. Et alors, dans ce pays où beaucoup disent qu'il y a un déficit de l'écrit, bravo Jean-Louis, il y a un déficit de l'écrit parce que les gens ne s'y intéressent pas beaucoup. Ils ne s'y intéressent pas beaucoup parce que les opportunités ne leur sont pas données pour qu'ils puissent découvrir les écrits qui existent. Le professeur Boitcha, c'est une preuve qu'il y a des écrivains au Congo. Le professeur Yoka, le professeur Ndaïwe, et j'en passe, sont la preuve que le Congolais écrit. Moi-même qui vous parle, j'écris aussi, mais dans la fiction. Je viens d'écrire mon premier livre pédagogique dans ce sens-ci, parce que j'œuvre dans la photographie, je suis photographe d'art, et je m'occupe des archives photographiques. Un jour, je me suis dit, déficit de l'écrit, il faut pallier à cette lacune. Je commençais à archiver des photos, finalement, je viens d'écrire un livre, Photos comme écriture de l'histoire. Jean-Louis, c'est un passionné de l'histoire. Jean-Louis, c'est un amoureux de l'histoire. La preuve est là. Mais comprenez ici quelles sont les difficultés que ne rencontre pas quelqu'un qui écrit. Je vous en relate quelques-unes. Il doit réfléchir au contenu d'un livre. Il doit passer son temps à cette réflexion. Il passe son temps à écrire ce dont il a réfléchi. Il boucle son livre. Ce n'est pas fini. Il doit encore doubler des efforts. Parce que de l'écrivain, de l'auteur qu'il est, il devient son propre marketeur, il devient son propre distributeur, il devient tout pour faire connaître les livres. Nous sommes les auteurs des œuvres littéraires. Mais la finalité, c'est aussi que l'œuvre qu'on a écrite puisse se faire connaître.
voyez le nombre de gens qui sont ici. Nous sommes combien dans la ville de Kinshasa? Jean-Louis arrive, nous avons dû faire le tour des libraires pour chercher le distributeur. Voyez-vous combien c'est pesant. Donc, il y a une difficulté, une très grande difficulté. On se plaint que le CRI n'existait pas. Il existe. Mais pour que ça arrive, que ça soit à la portée des lecteurs et du public, certaines conditions doivent être remplies. Ça, c'est un autre débat. Pour ça, je m'arrête là. Quelques mots sur le livre. Je l'ai lu très attentivement. Et je retrouve ici nos passions de jeunesse. Par exemple, ce qui nous unit, Jean-Louis et moi, c'est l'histoire, par exemple, de Wenge Monzika. Et je vois là qu'il a aligné quelques phrases sur cette grande histoire de notre culture, comment je puis emmener le jeune de Wenge Monzika à l'époque pour la première fois dans une tournée musicale en Europe. Et aussi, sur le plan historique, la table ronde, le Lipanda, l'arrivée du roi Baudouin au Congo. Et quand nous étions seuls, je lui dis, cher Jean-Louis, il faudra que vous vous rattrapiez, parce qu'il y a un élément, un événement de taille qui s'est passé lors de l'arrivée du roi Baudouin au Congo, à Kinshasa. Un certain Ambroise Boimbo avait arraché l'épée du roi Baudouin et s'est mis à sautiller, à danser sur le boulevard du 30 juin. Symboliquement, les grands esprits disent que c'est ce jour-là que la Belgique avait été, le Congo avait été arraché aux Belges, et particulièrement au roi Baudouin. Ce qui est arrivé après, le discours au palais de la Nation, le discours du roi, le discours du président Kasavubu et l'inoubliable discours du Premier ministre Patrice Lumumba n'était que la suite normale de l'événement qui s'était passé la veille. Arrêtez-moi, sinon je ne veux pas... Bon, voilà, Jean-Louis, moi ce livre, c'est une encyclopédie. C'est une encyclopédie. Et Jean-Louis, vous êtes une encyclopédie vivante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Messieurs, dames, bonjour. Il y a une semaine, j'ai été convoquée par mon directeur qui est ici présent, Oscar Kabamba Kassongo, de venir urgemment dans son bureau. Et j'arrive, je trouve avec un invité, c'est Jean-Louis Timbalanga. Il me dit que non, il a sorti un livre qui va être présenté et je voudrais que tu en parles. Alors je suis ici sur instruction de mon directeur, qui est dans la salle pour bien sûr vérifier que je suis là, merci, c'est la confiance. Alors la vérité dans les urnes de 2018 en RDC, volume 1, de l'indépendance du Congo en 1960 jusqu'à l'élection présidentielle de 2011, c'est bien sûr le titre de cet ouvrage que l'auteur nous fait l'honneur de nous présenter ce soir pour l'Auguste Assemblée ici présente. Et moi, je vais juste me pencher dans un domaine où je nage un peu facilement là, c'est celui de la musique culturelle. Alors, sur la musique, partant de l'indépendance jusqu'en 2011, c'est l'espace temporel de cet ouvrage. Eh bien, d'entrée de jeu, l'auteur commence avec le combat du siècle. En 1974, j'avais quel âge? 74. Non, j'étais là, prof.
J'étais déjà là. Entre Georges Sherman et Mohamed Ali. Et bien sûr, il y a cet aspect. Dans cette page d'histoire, Jean-Luc Timbalanga relate les péripéties qui entourent cet événement avec le festival de musique qui accompagnait ce combat du siècle. Nous avons eu James Brown à Kinshasa, les King, Johnny Pacheco, et bien sûr le professeur Kamegwacha connaît tout ça. Un tout petit peu. Iria Makeba, et puis en RDC, on a bien sûr Franco, Chiro, Sosoliso, Betty Massikini, tous étaient là. C'était un peu. À un moment donné, l'histoire du monde, la RDC, le Zaïre à l'époque, a été un peu la capitale du monde. Tout le monde était focalisé sur ça, il fallait vendre le pays. Et Mobutu savait y faire avec ce combat des siècles dont on continue de parler. Et dans cet ouvrage, l'auteur passe en revue des grands moments de l'histoire de notre musique, avec des grands noms qui ont marqué l'histoire de la rumba, cette rumba congolaise. Bien sûr, il commence par Kali. Joseph Athanase Kabasele Chamala, le père de la musique congolaise moderne, qui l'année prochaine va totaliser 40 ans dans l'au-delà. Il nous parle de tous ces grands qui ont marqué l'histoire de notre musique, Franco, Chiro, Madilou, surtout de ceux qui nous ont quittés, Paoemba, Kester, Pongolov, Betty Massikini, Alain Moloto, Madilou, Lutumba, et bien sûr tous ceux grands qui nous ont quittés, mais qui ont marqué, qui continuent à marquer les mélomanes jusqu'à ce jour. Et puis il y a à la page, enfin pour ceux qui ont le livre, à la page 270, voilà, à la page 270, eh bien, Jean-Luc Timbalanga a mis un accent particulier sur un homme, peut-être un ami, un grand frère. Il s'agit de Joseph Roger Voula Nyokalongo. Je cite, cette page est pour rendre hommage à M. Joseph Roger Nyokalongo Voula pour avoir su protéger avec amour et avec une main de maître l'orchestre Zaïko Langa Langa. Il est à ce jour impossible de dissocier son nom à celui du Zaïko. Cet hommage vivant de l'auteur à un artiste qui en vit, je trouve ça formidable. Dans l'univers qui est le nôtre, on a assisté plus d'une fois à des obsèques des grands artistes, et c'est chaque fois à leur mort qu'on dit ils ont été, ils ont fait, c'est des grands. Mais lui, il l'a fait de son vivant, et Jean-Loup, pour cela, je te dis merci. Sincèrement, parce que je me rappelle avec Simaro, avec qui on était souvent, il nous arrivait deux fois d'être dans les activités, et ce Simaro, c'est pas pour tenir mon conduit. Rabia, beaucoup d'angata, on a ça la bonne vie. Oh, il y a un gars, il a le papa fleur, il a amené le boire à l'angoana, la romone en beauté. Et bon, c'était une façon de matolo, mais proprement bien fait avec ses verbes, on connaît Simaro, mais il y avait une vérité dans cela. Alors, ce que Jean lui vient de faire, moi je trouve ça formidable, je ça arrête en vie. Il est juste et bon qu'on puisse reconnaître le travail formidable qu'il accomplit dans ce groupe Zaïko Langalanga qui est devenu pratiquement un patrimoine. Et il n'y a pas que. À côté de Jossa, il y a eu aussi des sponsoring, des agences. Nous avons l'agence L'Odeur Production. Et à l'époque, il y avait une fois, nous on prévoyait ça comme une des rivalités. L'Odeur Production par là avec Escol. La promotion espérée par là avec Rumous. Vous parliez, c'est bon. Non, on s'entendait, mais les gens, ça peut vite à Emmanuel. Voilà. Et à l'époque, c'était chaud. Alors, Jean lui a parlé de François Londala Bongolanga, un garçon formidable avec des idées terribles. On a eu un beau mot Africa ici. Et il y a eu tout ce beau monde d'artistes, musiciens qui ont fait les déplacements pour Kinshasa. Ça nous a ramené un peu en 1974 avec ce combat. On a eu tout un festival autour du combat Ali Freeman. Et l'auteur Bongolanga était là. Et Jean-Louis le Romain, vraiment, merci. Merci de le faire parce que ses enfants sont là et bien sûr, ils vont lire. Occasion également pour l'auteur de mettre en exergue sa propre entreprise, la promotion Espérel. Promotion Espérel qui a presque tout donné à Wenge là. Le grand moment de Wenge, c'est avec la promotion Espérel, des voyages en Europe, des albums inédits jusqu'à ce jour qui continuent à faire fureur. Et Jean-Louis était au devant de la scène. Il a été un des témoins privilégiés de l'ascension de ces jeunes gens des Bandal. Et bien sûr, l'histoire se termine par la dislocation.
Mais comme il y a les 2-3 volumes qui arrivent, nous osons croire que l'auteur va terminer en beauté, comme ce fut le cas au mois de juin, avec la réconciliation de ces 20 jours du clan Henri. En 1989, l'agence Promotion Asperel a fait venir à Kinshasa des très belles filles, Souk Machine. Ah là là, on en a bavé sur elle. Hein. Et pour 4 productions, hein? Oui, mais comment on les enviait à la télé, tu vois. On voyait les clips et puis les Souk Machine arriver à Kinshasa. Ces filles étaient avec nous pour 4 productions. 2 à l'intercontinental, puis Ballet du Peuple, et puis au stade de Vermain. Martyr n'était pas encore là, au stade de Vermain. Vraiment, c'était tout simplement formidable. Et puis, toujours dans cet ouvrage, de plus de 500 pages, l'auteur se reconnaît dans un groupe. Pour ceux qui ont étudié dans la TASOC, il y avait un groupe de Black Leaders, je prononce bien. Ah oui, avec... ils sont là, hein? Les anciens des Black Leaders. Ils sont dans la salle. Ils sont dans la salle. Alors, vous vous rappelez quand ils se mettaient à chanter Sex Machine? Fidel Baba, la Michel. Fidel Baba, la les anciens de TASOC. Évidemment, dans cet ouvrage, vous allez découvrir l'autre facette de Jean-Louis Timbalanga, avec Thomas Bossinico, avec qui ils ont commencé ce groupe. Ils ont lancé ce groupe. Avec Maggie, hein, qui est ici à la salle. Elle est où là? Elle est là, Maggie. Maggie, elle chantait, elle dansait. Ah d'accord, les anciens de Black Leader. Vous êtes nombreux là. Il faut une cérémonie pour vous maintenant. Hein? Alors le groupe s'est produit au collège Boboto. Ce n'est pas la deux. Vous voyez, ça rappelle des souvenirs. Peut-être que nous on ne connaît pas, mais à travers ces écrits, on doit découvrir l'autre facette de Fidel Baba là que je ne savais pas. Bon, Fidel ne chantait pas. Il faisait quoi là? Il dansait? Non, mais c'était Michel Cabella, tout ça. Mishka. Safir, il soutenait en fait. Il soutenait. Donc, après, mécène. Jean-Claude Wemba aussi. Voilà que des souvenirs dans cette ouvrage. Et puis le mérite. L'auteur a tenu à mettre un accent particulier sur un mérite. Et oui, c'est celui de 4 koras. Le prix des 4 koras, gagné coup sur coup en une nuit par Kofi Olomide en Afrique du Sud, et jamais égalé jusqu'à ce jour. Il fallait évidemment rappeler cela pour que cela stimule aussi ce qui arrive là. Dans cet ouvrage, il y a aussi des grands moments. La musique a toujours été accompagnée par la télévision, et Jean-Louis Timbalanga a tenu absolument à faire connaître ces grands noms de la télévision, ces stars des émissions de télévision qui ont été pour beaucoup dans la promotion de la musique congolaise à l'époque. Ces messieurs qui ont marqué leurs empreintes d'histoire de la télévision dans notre pays. Je citais Benoît Lukungu Sambou. Lukungu Sambou qui a quitté le monde de la presse, ça faisait plus de 20 ans, il était dans la diplomatie, mais à sa mort, tout n'est revenu que sur ce qu'il a fait comme journaliste, pour dire que le travail qu'il avait fait à l'époque était tellement formidable. Ce n'était pas un problème de monopole, mais c'était le travail qui a été tellement bien fait. 20 ans après qu'il a disparu du petit écran, il est décédé au Portugal comme corps diplomatique. Sa dépouille arrive à Kinshasa, mais c'est un journaliste qu'on a célébré. Nulle part on a parlé du diplomate. C'est pour voir, pour démontrer que c'était très fort. Évidemment, à ce jour, il y a, avec les réseaux sociaux, etc., il y a des chroniqueurs passés par là. Mais le travail, c'est ce que nous voulons. Il a été célèbre, mais il a été aussi un bon présentateur des médias. À ses côtés, Théo Boniface, Kayum Bibeya, Lutuma Bangou, Lukezolo Ansi, Manda Tchekwa, et nous. Et nous. Et tu devient mon paquet dans la salle là aussi. Et nous. Et puis il y a un monsieur que je n'ai pas connu quand j'ai commencé cette profession, mais son nom, sa voix est restée en moi. Et la première fois que je vois sa photo, c'est dans cet ouvrage. C'est Maté Takanda. Celui qu'on a accusé d'être même à la base de l'exode rural, avec ses émissions à la radio, Zangi, Balokayo. Alors, moi j'ai vu sa photo dans cet ouvrage, donc côté illustration, vraiment, l'auteur a été tout simplement formidable. Formidable, Maté Takanda, je ne l'ai pas connu, mais
son travail demeuré à tel point qu'il y a eu même un jeune garçon qui est sorti d'une chaîne là qui parlait comme Ateta Kanda. Et à cause seulement de cette fois, les gens se sont rués vers cette chaîne de télévision par rapport au travail qui a été bien fait, qui a marqué. Je vais terminer par ici, en disant, en vous recommandant cet ouvrage de plus de 500 pages, je le recommande aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs, à l'auguste assemblée ici présente, pour ceux qui veulent approfondir encore une fois les connaissances sur la musique congolaise moderne, mais aussi beaucoup d'effets politiques. De la vérité des urnes en 2011, suite et fin dans les 3 autres volumes qui restent, M. Jean-Louis Dumas. 2018. Monsieur, dames, jeudi, je vous remercie. Capacité d'asseoir la compréhension de cet ouvrage. Comment parler après le prof Kamba Iwacha? Je voudrais rapidement, et pour les minutes qui me sont données, faire une petite anecdote. Il y a une trentaine d'années, quand j'étais encore étudiant dans cette ville, il était difficile d'être étudiant à Kinshasa dans les années 90 parce que non seulement on cherchait le savoir, mais on cherchait aussi un peu l'avoir, un repas par jour. C'est difficile de manger ici, difficile de se déplacer, surtout pour nous qui venions de l'intérieur du pays. Alors dans notre recherche de parrainage, un jour je me retrouve devant la maison du prof Kamba Iwacha, cherchant un peu un soutien, parce qu'il fallait vivre la semaine qui venait. Alors, il me reçoit. Je suis un étudiant, il me reçoit. Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Il me regarde. Il dit, professeur, ils peuvent mentir, je cherche à manger. Alors, il me prend à la main. Il m'amène par la cuisine. Il m'amène dans son bureau, qui est encore là jusqu'aujourd'hui. Il ouvre le bureau, c'est une bibliothèque. Il dit, bon appétit. C'est ça, bon appétit. Tu cherches le pain est ici. Voilà les livres. Tu as désormais le droit de ne pas quitter cette bibliothèque. Tout ce qui est ici, tu peux le lire. Et pendant que tu lis, ma femme te donnera un repas. Je n'ai pas quitté cette bibliothèque. C'est pour ça que je voudrais vraiment, exceptionnellement vous demander, frères et sœurs, de faire une ovation, standing ovation, au professeur Kamba Iwacha. Parce que je ne suis pas les seuls. Je crois que nous sommes des milliers dans cette ville qui sont passés sur l'avenue Loubeuf. Je ne suis pas les seuls, nous sommes nombreux. Alors, il m'a conseillé toutes les étapes de ma vie, jusqu'à ce que nous soyons mariés, je suis devenu père, et moi aussi, je suis devenu sensible aux jeunes qui frappent à ma porte. Tu veux ma mort, quoi? Comment placer donc quelques mois après ce qu'il a dit? Comment alors revenir au livre de Jean-Louis Chimbalanga? Moi, je me suis résolu à dire ce que le livre ne dit pas. Parce que tout ce qui est dans le livre, Mamie Léla, brillante collègue avec à laquelle nous avons commencé l'université à l'ISTI, a dit beaucoup de choses. Moi, je me suis donc résolu de dire ce que le livre ne dit pas. Il y a quelques années aussi, j'étais comme accompagnateur d'un homme politique au sommet France-Afrique. Pendant que nous étions au site à Cannes, on nous a annoncé qu'il y avait un Congolais, un compatriote, qui voulait rencontrer les autorités parce qu'il avait des idées à partager. Il a donc fait 1000 km de là où il habitait jusqu'à là où nous étions. Quand je me suis approché, c'était Jean-Louis Chimbalanga. Il a pris sa voiture de Lyon jusqu'à Cannes pour rencontrer les autorités à sa charge. Il est venu parce qu'il avait des idées. Il estimait qu'il pouvait nous contacter et donner ces idées-là. Voilà cet homme qui s'oblige des tâches justes par la force de sa conscience et son sens du devoir. C'est cet homme-là que je célèbre aujourd'hui. Le livre que j'ai eu le bonheur de lire est un témoignage puissant sur l'amour que l'on peut porter à l'égard de ses semblables et de son pays. Ce livre ne dit pas combien fut grand le temps qu'il a consacré pour construire sur le récit national. Ce temps qu'il a pris à sa vie de famille.
ces temps revendiqués par ses enfants, ces temps pour lui-même. Il a consacré tout ce temps à l'œuvre que nous célébrons aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour se faire pardonner par ses enfants à qui il a privé du temps, il a demandé aux enfants de faire la préface de cet ouvrage. Si vous lisez ces livres, vous allez trouver que ce sont les enfants de Jean-Louis Timbalanga qui ont fait la préface pour un peu dire, papa, nous savons que tu as fait beaucoup de choses, nous te pardonnons de nous avoir laissé tomber, parce que l'ouvrage que tu as produit, nous sommes aussi les héritiers. C'est pourquoi j'en appelle à tous ceux que... je n'ai pas à lire ces livres. Il faudra les lire phrase par phrase, page après page, car mon humble avis, il existe une puissance cathartique au fond de ces livres. Chaque lecteur trouvera dans sa propre vie le pont qui le mènera au récit national, au destin collectif. Ces livres ne le dit pas, mais il laisse entendre et sous-entendre que Jean-Louis Timbalanga a répondu aux plus grands et aux plus profonds besoins que l'homme ressent. En effet, on peut se demander quel est le plus grand besoin de l'homme. Qu'est-ce que tous nous avons comme besoin fondamental, besoin pour lequel nous sommes prêts à mourir pour sa satisfaction? C'est une question qui semble impossible, mais n'est pas impossible. Il y a une réponse. Les anciens Grecs disaient que le plus grand besoin de l'homme, c'est l'éthymos. L'éthymos, c'est le besoin de reconnaissance. Chacun de nous veut qu'on le voie tel qu'il est, tel qu'il se voit lui-même. Les regards que nous portons sur nous-mêmes, sur ce que nous avons de noble, nous souhaitons que le monde nous voie de la même manière. La reconnaissance. D'ailleurs, le Christ lui-même, quand on lui demande qui est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu, il dit, tu le dis. Cette phrase lui a valu la peine de mort, parce qu'il venait de reconnaître quelque chose qui était pourtant vrai, mais qui était impossible à concevoir du temps à l'époque. Nous avons donc tous besoin d'être reconnus de ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que la noblesse de notre âme. En écrivant ces livres, Jean-Louis Timbalanga nous donne la possibilité de reconnaître ceux qui, parmi nous, ont agi de manière exemplaire. C'est pour ça que ce livre est important. Et ce livre de Jean-Louis Timbalanga fait justice donc à ses besoins, car il permet à la mémoire collective de se nourrir des faits parfois enfouis et de donner à notre âme collective l'écho positif d'un univers reconnaissant. Lisez les livres et vous serez fiers de faire partie de cette histoire. Mais il y a, en ce qui me concerne, une chose sur laquelle je souhaite attirer votre attention et qui correspond à mon âme de journaliste. C'est l'interpellation qui nous vient des pères de l'indépendance s'agissant de notre rapport à la vérité et de notre engagement en tant que nation de sauvegarder notre capacité collective de discernement. Dans les livres, l'auteur a mis à notre disposition des textes fondateurs. J'ai choisi 2 extraits, simplement, pour terminer. 2 extraits tirés du discours prononcé par le président Joseph Kasavubu lors de la proclamation de l'indépendance. On parle beaucoup de Lumumba, c'est vrai. C'est une grande figure, c'est notre héros national. Mais on ne fait pas souvent allusion à ce que Joseph Kasavubu a dit. Alors, mes amis, découvrez ce qu'il dit. À la page 44 de cet ouvrage, le premier président de la République du Congo disait « L'aube d'indépendance s'élève sur un pays dont la structure économique est remarquable, bien équilibrée et solidement unifiée. Mais, et c'est là où j'insiste, l'état d'inachèvement de la conscience nationale parmi les populations a suscité certaines alarmes que je voudrais dissiper aujourd'hui en rappelant tous les progrès qui ont été faits. Donc il disait déjà qu'il était en face d'une population dont la conscience était inachevée. C'était en 60. Alors aujourd'hui, avons-nous achevé cette conscience nationale? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Plus loin, le président
Kasavubu, toujours lui, il décrit l'état du pays qu'il hérite en fait. Je cite. Quelle des différences, en effet, lors de la fondation de notre pays, entre les populations que tout contribuait à maintenir écartées les unes des autres, sans souligner les diversités des langues, des coutumes ou des structures sociales. Rappelons simplement les distances énormes qui nous séparaient et le manque des moyens modernes de communication de la fin du siècle dernier. Alors il dit, pour se reconnaître, il a fallu se rencontrer. Voilà, c'est cette phrase du président qui va clore mon propos, parce qu'il nous dit, nous devons nous rencontrer pour nous reconnaître comme peuple. Et à ceux qui sont témoins de cette histoire, donc ceux qui aujourd'hui, on peut dire les voisins, la communauté internationale, ceux qui aujourd'hui sont devenus comme une menace sur le pays, le président Kasavubu dit, il demande à observer l'enthousiasme immense qui s'empare du pays. Nous sommes le 30 juin. Donc il demande à ce qu'on observe l'enthousiasme immense du pays, qui est le désir de réussir. Donc dans notre pays ce jour-là, il avait constaté qu'il y avait un désir de réussir et de bien faire. Alors il demande à cette communauté de faire connaître au monde cette image pleine d'espoir, qui est la vraie image du Congo. Et je voudrais donc remercier vraiment l'auteur d'avoir mis ces matériaux à notre disposition. Parce que c'est une justice, au-delà de l'histoire, que des acteurs qui nous sont totalement méconnus soient réhabilités, comme disait Mamie là tout à l'heure, par cet ouvrage. Je voudrais donc vous dire merci et surtout, lisez cet ouvrage. Moi, il a été cathartique. La vérité de la vérité des urnes de 2018 en République démocratique du Congo. Les paroles du baptême seront prononcées par M. Moïse Monidela, que nous prions d'avancer un peu. Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, j'ai l'honneur de baptiser ce livre intitulé « La vérité de la vérité des urnes », l'œuvre de Jean-Louis Timbalanga, un ami, un frère, je peux dire un compagnon d'élite. Je vais parler un peu d'une anecdote lorsque je raconte Étienne Tshisekedi des Rêves Mémoires. C'est vers les années 84, sur sa résidence sur le boulevard du 30 juin, au premier étage. Je lui dis, les étudiants sont en train de me dire que Étienne Tshisekedi que vous soutenez, il est l'auteur de la Constitution de 1967 qui a consacré le monopartisme, la dictature de M. Mobutu. Il s'est fâché, je pense que vous les connaissez, mais il dit comment ça? Vous êtes jeune, mais comment vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays? Vous devez connaître l'histoire de votre pays. Allez au greffe acheter cette constitution. C'est pour la première fois d'entendre le mot greffe. Je suis allé, c'est pour ceux qui savent, là où se trouve le parquet, je suis allé acheter la constitution de 1967. Dans son article 4, il est prévu le bipartisme. Il dit voilà, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Vous devez connaître l'histoire de votre pays. Je n'ai pas connu Patrice Emery Lumumba, un des grands, mais je l'ai connu à travers sa pensée, ses idées. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait l'Afrique doit écrire sa propre histoire. Une histoire qui s'est écrite au Congo par les Congolais. Aujourd'hui, notre ami, notre frère, Jean-Louis Timbalanga, a écrit un livre. Ce livre vient de combler un vide de l'histoire politique de notre pays. Bien entendu, ce n'est qu'un volume. Alors, j'ai l'honneur de baptiser ce livre et je souhaite prospérité, longévité et plein succès. Qu'est-ce que je peux dire de Jean-Louis Timbalanga? Cher ami,
Comme je viens de dire, Patrice Emery Lumumba a dit que nous devons écrire notre propre histoire. Et il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il n'y a de richesse que l'homme. Et j'ai dit, vous êtes une richesse pour la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Il faut dire que depuis un moment, je vis en Europe. J'ai constaté que nos jeunes ont eu ou bien expriment en eux une forme d'amour pour la patrie. Peut-être je peux dire le patriotisme. Et que les jeunes partout, surtout ceux qui sont nés en Europe, c'est bon? Surtout ceux qui sont nés en Europe parlent du Congo avec un amour acharné. Et la plupart d'entre eux font des débats pour leur patrie. Mais souvent, ces débats sont diffus. Comme je le dis souvent, ces débats sont confus, tout simplement par l'amour de la patrie. Ces jeunes font des débats sans repère, sans référence, à telle enseigne que les malins, profitant justement de leur ignorance, leur apportent de grains sentimentaux, transformant notre histoire, le falsifiant, tout simplement pour permettre à ce qu'il y ait une forme de division entre les Congolais. Il était important que nous puissions s'aimer. Lorsqu'on s'aime, ce n'est pas de l'immédiateté qu'on recherche, mais c'est dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce que nos jeunes, demain, les générations futures, dans les 100 ans, 200 ans, qu'est-ce qu'ils sauront sur l'histoire de notre pays, notamment sur le titre qui est provocateur, la vérité de la vérité des yeux. Fallait-il qu'ils puissent se référer par des livres écrits par Madame Sonia Rollet, par Madame Colette Brackman, par des gens comme Christophe Rigaud, ou j'en passe, je ne sais pas, Marie-France Cros, je pense que la plupart des journalistes savent les personnes dont je parle. Mais non, je me suis référé à ce qu'a dit notre héros national, que l'histoire de l'Afrique ne sera plus écrite en Orient ni en Occident, mais par les Africains eux-mêmes. Une histoire de dignité, et c'est ce qui m'a permis de me mettre à écrire, de manière à léguer aux générations futures des repères, des références sur lesquelles elles peuvent s'appuyer pour pouvoir faire des débats rationnels, objectifs pour l'intérêt général. D'abord, j'aurais dû remercier le professeur Kambay pour avoir accepté de venir témoigner sur mon livre. C'est un grand professeur. Et ce que vous avez fait me touche, monsieur le professeur, et je vous remercie infiniment. Je remercie infiniment tous mes amis ici. Baudouin Bikoko. Mamie, il est là, je l'ai connue très gamine. Donc c'est toujours une petite qui me regardait avec admiration. Aujourd'hui, c'est une grande dame qui peut se mettre à côté de nous. Je remercie le pasteur Firmin Béa du Canada qui est venu me soutenir lors de vernissage à Paris. Il a dit, je ne peux pas te laisser seul. Parce que j'aimerais vous dire une chose, c'est que des gens comme Moïse Monidela, des gens comme le pasteur Firmin Béa et Baudouin Bikoko, moi je les appellerais les parrains
de ce livre. Parce qu'ils ont toujours été avec moi, tout le temps, pendant des heures et des heures, pour pouvoir discuter, parfois me donner des idées, et parfois je posais la question, qu'est-ce que vous en pensez, ainsi de suite. Ils étaient toujours là en train de pouvoir me guider. Je voulais dire merci particulièrement à mon ami Willy Kalengai. Merci Willy d'être là. Je tiens aussi à remercier mon ancien mannequin, mais qui est mon assistante aujourd'hui, Marie-Cécile Okito, venue des États-Unis pour pouvoir aussi m'accompagner dans cette petite aventure devant vous. Il y a une personnalité parmi nous, mais qui est toujours très discrète, qui, lorsque j'étais en train d'écrire, et puis à un moment, j'étais buté financièrement. Il m'a dit qu'est-ce qu'il fallait. Je lui ai dit ce qu'il fallait. Il a pu prendre de sa poche, sortir l'argent pour pouvoir donner un coup de pouce. C'est un de nos frères qui est un des grands directeurs du groupe Eiffage. Ceux qui connaissent le groupe Eiffage, c'est un des 4 grands groupes français. Et il est directeur. Il vient d'arriver aussi au Congo pour pouvoir créer sa propre entreprise. C'est M. Jacques Moussafiri que je vous demande d'applaudir. Il est où? Même s'il est discret. Bon, c'est une personne très discrète. Je ne peux pas continuer à parler sans pour autant rendre hommage à mes enfants. Je les cite. Prince, Leslie, Yoni, Keren, Ketia, Bill et Louise Cresnel. Les noms qui sont restés là. Il n'y en a que 7, donc voilà, c'est le 7e ciel. J'étais ici au 7e niveau, donc voilà, j'ai clôturé. Je voulais aussi vous remercier, mes amis. Vous savez que quand on revoit ses amis, on voit des gens comme Michel Kabea, des gens comme Martin, voilà, des gens comme Paul Zouao, qui a un voisin du collège Albert Ier. Vous comprenez? Je l'ai vu venir me soutenir. Il y en a plein, je ne sais pas comment c'était, et notamment ma famille est là, la famille Tchimbalanga. Je vous remercie infiniment. Alors, comme a dit le modérateur, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je voulais seulement vous dire une chose. J'ai oublié quand même avant de parler de rendre hommage à une personnalité du monde historique qui nous a quittés, M. Anissé Mobé, que j'admirais régulièrement lorsqu'il parlait de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et ici, comme je ne suis qu'un petit dans l'histoire de notre pays, je rends hommage aussi à une personnalité qui s'est excusée parce qu'il avait aussi une conférence aujourd'hui à l'université, le professeur Ndayuel, un des très grands aussi dans le monde de l'histoire. Alors, je voulais terminer par ceci. J'ai fait ma part, comme je dis régulièrement, la patrie d'abord, encore la patrie, et toujours la patrie. C'est un devoir de servir, c'est un devoir de pouvoir apporter ce qu'on a. Et moi je me réfère, je suis chrétien, je suis très spirituel, j'aime bien un passage biblique qui dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, qui dit « Tout ce que vous recevez est pour l'utilité commune ». Et pour moi, quand on parle de l'utilité commune, on voit la communauté. Et ma communauté, c'est la communauté congolaise. Donc, ce livre, j'ai pris 3 ans pour écrire tous ces 4 tomes. Et souvent, mes enfants, parfois, se moquaient de moi, parfois, ils venaient d'une manière énervée me mettre debout, parce qu'ils disaient que je passais tout mon temps devant l'écran, et ils arrivaient parfois à me sortir pour pouvoir me relaxer. Donc, pour eux, je voulais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une deuxième fois, rendre hommage, parce que en pensant à mes enfants, j'ai pensé à tous les enfants du Congo de maintenant et ceux des générations futures. Ce livre, c'est ma part, comme je le dis tout à l'heure,
mais votre part aussi, c'est celui de vous en procurer. Et nous verrons aussi que les institutions devront aussi faire leur travail, c'est de véhiculer ce livre jusqu'au plus petit, qui est au plus, je sais pas, le coin le plus reculé du Congo, qu'ils puissent prendre connaissance et qu'ils puissent arriver aussi à connaître l'histoire de notre pays pour faire des débats, comme je l'ai dit tout à l'heure, rationnels, objectifs. Ce livre est à vous, mes frères. C'est un livre est à vous, mes sœurs. Ce livre devrait être dans les bibliothèques, normalement de tout le Congolais. À chaque instant, il peut arriver à lire et parler à ses enfants. Je vais terminer par l'anecdote qu'une maman au Canada m'appelle. Elle avait acheté ce livre. Elle me parle en lingala. Elle me dit que ça faisait 40 ans qu'elle était au Canada. Qu'elle a son premier fils qui a 35 ans et son dernier fils a 25 ans. Chaque fois, ses enfants lui posaient la question qu'elle puisse leur parler un peu de la République démocratique du Congo. Elle ne savait jamais comment s'y prendre parce qu'elle n'avait pas de repères. Mais lorsqu'elle a pris ce livre, elle me dit quelque chose en lingala. Papa, namoni bolenge nangai. Cela veut dire que j'ai retrouvé ma jeunesse. Je suis tellement fier. Elle parlait presque avec émotion, comme une personne qui pleurait. Elle dit, maintenant, vous m'avez donné de quoi parler à mes enfants. Et elle m'a remercié. Moi aussi, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être venu, acheter ce livre, faites-le découvrir à vos enfants. Vous ne serez pas déçus, car les enfants auront la connaissance de leur pays et ils sauront faire des débats, je l'ai encore répété, rationnels, objectifs pour l'intérêt général de notre pays. Je vous remercie.